Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire consacré aux questions économiques du continent africain. À suivre dans cette autre édition, industrialisation et innovation technologique, le Cameroun sur la voie de son développement. Nous irons à la rencontre de Samuel Safo Tchofo, concepteur et fabricant d'une usine de décortiquage de pistaches, un mastodonte de 750 pièces mécaniques efficaces à 90% selon son promoteur et assemblé dans sa structure basée au Cameroun. Cette innovation permet de gagner du temps et de l'argent, mais également d'employer une main-d'œuvre abondante locale. Nous l'entretiendrons en seconde partie de ce programme. Mais tout d'abord, ce sujet de Serge Bertrand ici sur l'innovation comme levier de l'industrialisation des pays africains. Le processus d'industrialisation est en marche sur le continent africain et celui-ci est basé sur les technologies d'innovation favorables à la croissance économique. Le secteur de la production qui est en amont du circuit économique se démarque de plus en plus par la créativité et l'ingéniosité des entrepreneurs. Le cas par exemple au Cameroun, avec Samuel Safo Tchofo, un ingénieur en électromécanique qui a fabriqué une machine à égrener le pistache. Fruit de sa créativité, la décortiqueuse est incorporée à une trieuse automatique qui sépare la coque de l'amande par la reconnaissance de forme. La machine est un assemblage de plus de 750 pièces mécaniques montées dans une usine locale basée au Cameroun. L'appareil est doté d'un système d'identification des graines qui sont par la suite envoyées à l'unité de montage. Une fois dépourvues de leur coque, les graines sont ensuite envoyées à l'unité de contrôle qualité qui vérifie qu'elles sont toutes bien décortiquées. Pour un taux d'efficacité estimé à 97%, cette machine va, selon son concepteur, alléger considérablement le travail des ménagères qui désormais pourront produire en quantité industrielle sans grande difficulté. Cette innovation facilite à coup sûr le processus de transformation des produits dérivés de la culture des pistaches. De telles innovations sont porteuses de croissance sur le continent africain. C'est pourquoi cette usine de production a été officiellement reconnue par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Incorporée à une trieuse automatique qui sépare la coque de l'amande par reconnaissance de forme, cette invention permet d'alléger le travail des ménagères, des agriculteurs et des commerçants. Nous avons rencontré deux d'entre elles qui nous parlent du temps qu'elles mettent à décortiquer un verre ou même un seau de pistache. Regardez. C'est très difficile à décortiquer parce qu'on peut décortiquer un seau de 5 litres 4 jours, mais quand on n'a rien à faire, on peut le décortiquer en 2 jours. Bon, moi particulièrement, je décortique un jour, un seau plutôt, un seau en 2 jours, si je n'ai rien à faire. Si je fais autre chose, en 3, 4 jours. À présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afro-Business par Samuel Safo Tchofo, le concepteur de cette usine de décortiquage du pistache, la toute première au Cameroun. Avec lui, nous revisitons les avantages d'une innovation pareille, les bénéfices pour l'économie locale, celle du continent et la plus-value dans la chaîne de valeur, notamment depuis les producteurs. On se retrouve juste derrière. Bonjour Samuel Tchofo et bienvenue dans Afro-Business. Merci et merci de m'avoir invité et bonjour aux téléspectateurs. Alors, vous êtes le promoteur, l'inventeur de l'industrie des graines de courge, encore appelées pistaches, au Cameroun. Alors, c'est un projet qui arrive après de longues années d'expérience, pratiquement une trentaine d'années ou un peu plus. Parlez-nous de votre processus, de votre engagement, de vos recherches. C'est vrai que c'est un sujet qui sera aussi long que le processus lui-même, mais je vais essayer de faire court. Ça part d'une idée de résoudre un problème de chez nous, les graines de courge qui étaient particulièrement difficiles à décortiquer, et aussi de se poser la question, mais qui va résoudre nos problèmes si ce n'est pas nous? Donc de là partant, ce décortiquage, le processus pour y arriver, a eu 2 grandes étapes. La première, je me suis dit, comme beaucoup de gens pensent, il suffira peut-être de souder 3 bouts de trucs et puis mettre un moteur dessus et puis ça va marcher. Ça n'a pas été le cas. Donc il a fallu mettre en place une véritable méthodologie de recherche qui allait vraiment en alliant tous les éléments classiques de la recherche pour aboutir à un tel outil, c'est-à-dire la science, la technologie, oui. Vous voyez, qui ont été vraiment des outils extrêmement utilisés dans. Aussi bien les mathématiques, la physique, la technologie, tous ces éléments ont dû y passer et construire un prototype qui, bien sûr, n'a pas marché, qui a cassé les graines.
et ensuite rentrer dans une phase d'amélioration continue. Pour vous dire un peu un exemple de la complexité que ça a donné, ou par laquelle on est passé, il a fallu mesurer une à une des dizaines de milliers de graines de courge avec des pierres à coulisse électroniques, dixième, centième de millimètre, pour réussir à mettre en place des modèles mathématiques qui ont mené à décortiquer cette graine. Bon, après les prototypes et toutes ces modélisations, nous avons construit enfin au Cameroun, à ce moment-là, la première usine de décortiquage de graines de courge. Il faut dire que dans mes recherches, M. Tchoufou, je n'ai pas vu beaucoup de pays qui ont réussi à avoir une machine qui décortique le pistache. C'est vrai, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe, c'est pour cela. Et il y a plusieurs variétés. Et il y a des variétés à graines vraiment molles qu'on appelle les goussis communément. Et il y a celles à graines à coque dure qu'on retrouve dans le sud du Cameroun, qu'on appelle souvent pistache yaound dans le langage camerounais, si vous voulez. Et celle-là a été pratiquement la plus difficile à décortiquer. Même ceux qui arrivaient n'arrivaient pas à séparer. Parce que si vous voyez une graine de pistache décortiquer une qui l'est pas, les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Presque les mêmes formes, les poids qui sont assez proches également les uns des autres. Donc, celle-là, par contre, effectivement, ça n'a pas été des gens qui ont mis en place des systèmes qui décortiquent et qui trient cette variété. En Afrique, actuellement, j'en connais pas. Oui. Sinon, le brevet n'aurait pas été donné, n'est-ce pas? On parlera justement de brevets dans la question qui arrive en termes de coûts de fabrication, de brevets et surtout de reconnaissance au niveau camerounais et même africain. Quels sont les avantages en matière d'industrialisation au Cameroun? Écoutez, ça c'est une très bonne question parce que c'était une décision qu'il fallait prendre à un moment donné. C'est une fois que le prototype a été fait, validé, et que nous avons réussi à construire cette première usine, on s'est vraiment posé la question, quel chemin on va prendre? Est-ce qu'on prend un chemin de transformation des graines de courge, maintenant que nous avons cet outil industriel pour le faire, ou est-ce qu'on essaie plutôt de construire des machines qu'on va vendre aux autres? Et c'est là que ces deux choix industriels qui sont différents, on a dû en faire un. Construire des machines à vendre. Je répète, le décortiquage du pistache, ce n'est pas un petit moulin. C'est 10 machines les unes derrière les autres. C'est un processus long. C'est pour ça que vous ne voyez pas cet outil à gauche et à droite. Vous voyez qu'à des endroits précis, comme dans notre usine. Oui. Okay? Et quand il faut construire un ensemble de machines comme ça, on n'est plus dans la logique d'une machine. Donc, c'est une industrie à part qui ne servira qu'à construire des machines. Je vous donne un exemple. Boeing qui construit les avions n'est pas le transporteur. Le transporteur, c'est Camerco, c'est Air France, et ainsi de suite. Donc, c'est deux logiques différentes. On s'est dit, voilà, on va plutôt prendre le chemin de la transformation, industrie de transformation. Ce qui nous permettra non seulement de bien maîtriser cet outil, de bien le comprendre, parce que c'est nous qui l'avons fait. Donc, il faut voir comment il fonctionne, écrire tous les manuels de maintenance, de formation, et ainsi de suite, avant de voir un jour, et l'améliorer même, avant de voir un jour si on peut construire autre chose. Donc, en entrant dans la transformation, directement, on offre la possibilité aux clients ou aux consommateurs d'avoir plusieurs produits. En chemin, on a justement découvert, mis au point, plusieurs produits qu'on n'aurait pas fait si on était pris le chemin, si on avait pris que le chemin de la construction de machines, qui coûte, by the way, très cher. On n'avait plus d'argent pour le faire de toutes les façons. Donc, le chemin de la transformation industrielle, c'est un chemin qui actuellement nous ravive pratiquement parce que les produits sortent et ils sont à la portée de plus en plus des consommateurs et surtout, ils apportent beaucoup de bienfaits. Et plus encore, nous maîtrisons un outil industriel que nous avons fait nous-mêmes. Et ça, ce n'est pas courant. Vous voyez, ce n'est pas fait par des Chinois ou des Américains ou je ne sais pas qui. Les experts de ce domaine, c'est nous. C'est notre industrie, c'est notre savoir, c'est nos machines. Voilà. Alors, je voulais vous poser la question de savoir combien de kilogrammes est-ce que cette machine peut décortiquer par jour? Bon, je dirais un peu cette unité de transformation. Cette unité de transformation, oui. Ce n'est pas une seule machine. Pour simplifier encore, je vais revenir dessus. La décortiqueuse, comme les gens veulent l'appeler, ou la machine à décortiquer les graines de courge, n'est que la pièce centrale. C'est un peu comme vous avez un camion, vous avez un moteur, mais le moteur ne fait pas un camion. C'est le cœur du camion. Mais il vous faut une boîte de vitesse, un volant, des freins, je sais pas, un siège, et ainsi de suite. Un embrayage, il y a plein de choses qui vont autour pour avoir un camion. C'est pareil, la décortiqueuse, il y a plein de machines annexes autour. Il y a la machine qui va séparer, la machine qui va enlever les déchets, il y a plein de... La machine qui va reconnaître ce qui est bien cassé ou pas bien cassé, et tout ça pour éviter également les fracasser. Vous voyez que c'était
Et ça, actuellement, le système que nous avons nous permet de décortiquer environ 200 kg, 200 à 300 kg de pistaches par jour. C'est-à-dire, dans des sacs courants, 3-4 sacs de pistaches dans les tailles courantes de... Oui, 4 sacs de pistaches courants par jour. Une comparaison, bon, ça donne à peu près, si vous voulez, 200-300 kg de pistaches qu'on décortique chaque jour. L'équivalent pour quelqu'un qui travaille à la main, pour avoir une comparaison, c'est un travail d'à peu près 6 mois. Ce que nous on fait en un jour, c'est 6 mois. Et du coup, vous verrez que ça ouvre maintenant la porte à beaucoup de choses. Oui. Alors, puisqu'on parle d'industrialisation, vous utilisez aujourd'hui le pistache que vous décortiquez pour produire des aliments complets. Quels en sont les apports? Bon, en fait, on en fait beaucoup de choses. Et à l'issue de ces décortiquages, je dois d'abord vous le dire, à l'intérieur de la graine de courge, il y a un véritable trésor. Il y a un véritable trésor de santé qui était pratiquement ignoré. Même ceux qui le savaient ne pouvaient pas en faire grand-chose puisqu'on n'était pas capable d'avoir un décortiquage industriel pour exploiter ces trésors cachés. Okay? La première séparation que nous faisons, première transformation que nous faisons, c'est l'extraction de son huile. On a toujours dit dans notre culture, dans nos habitudes alimentaires et même quelque part dans nos habitudes médicinales, si on peut le dire ainsi, que la graine de courge pistache était très bonne pour la prostate. Voilà. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que, pour la plupart, que ce qui agit sur la prostate en grande quantité se trouve dans l'huile. Cette huile-là. Voilà. Voilà, cette huile-là, l'huile de graine de courge ngone. Et il est important de préciser, parce que toutes les graines de courge ne se valent pas. La graine de courge qui a la meilleure qualité d'huile, on les a analysées en matière de les éléments qui agissent sur la prostate, c'est celle qui pousse justement dans le sud, l'est, le ngone, qui est un peu notre nom de marque également. Oui. Ouais, donc, c'est vraiment un produit exceptionnel de ce côté-là qu'on a maîtrisé. Donc, cette huile, au lieu de chercher à manger forcément du pistache tous les jours, ce qu'on ne peut pas toujours faire, par contre, on consomme de l'huile tous les jours, on peut donc prendre un peu d'huile de graines de courge ngone, de pistache régulièrement. Et en matière de santé de la prostate, je peux vous assurer, c'est formidable. Nous avons pas mal de gens qui reviennent, qui nous font des témoignages là-dessus. Et cette huile, toujours, donc, c'est une huile alimentaire qui a des vertus thérapeutiques très intéressantes. Okay? Et il y a également pas mal d'éléments qui agissent sur le ralentissement du vieillissement, comme la vitamine E et d'autres qui sont à l'intérieur. Il y en a beaucoup de vitamine E dedans. Donc, vous avez en matière de santé tous ces apports-là, la santé de la prostate, le ralentissement du vieillissement, et même, c'est montrer la circulation sanguine. Et c'est vraiment quelque chose d'excellent de ce côté-là. Et ce n'est pas que pour les hommes, pour les femmes également. Oui, c'est montrer que les problèmes de ménopause, par exemple, c'est excellent dessus. De toutes les façons, quelque chose qui vous procure un ralentissement du vieillissement ne peut vous faire que du bien en matière de santé. Voilà. Ce qui fait que l'huile peut aussi être consommée autant par l'homme que par la femme. Bien sûr, ça c'est... Dès qu'on a des vertus sur la circulation, des vertus sur le ralentissement du vieillissement, c'est tout le monde. Quelle femme veut vieillir? Alors, surtout pas vous, n'est-ce pas? Et justement, vous avez demandé les produits. Je quitte l'huile maintenant. Cette huile également, en matière de beauté, on pourra en parler plus tard. Elle a des vertus connues sur les rides. Et oui, ça lutte contre les rides et les vergetures. Et ça également, c'est démontré par des grands laboratoires. On a vraiment une huile qui est formidable. Ça, on ne le savait pas avant qu'on ait décortiqué. C'est après qu'on est entré dans cette recherche-là. Maintenant, l'autre partie, c'est la farine. Une fois qu'on a produit de l'huile, on fait une farine et cette farine a énormément d'apports. Puisque vous parlez de farine, Monsieur Tioufou, avec aujourd'hui la crise que connaît le monde, les crises que traverse le monde et la pénurie de blé qu'on rencontre aujourd'hui, quel palliatif à la fabrication du pain, par exemple? Écoutez, je vais vous surprendre. On peut se poser la question, pourquoi fabriquer du pain? Parce que regardons la consommation. Nous sommes au Cameroun, laissons ce qui se passe dans d'autres pays pour l'instant. Regardons un peu chez nous, dans notre alimentation. L'aliment de base, là, c'est quoi pour faire du pain? C'est le blé. Mais le principal apport que le blé a, c'est des glucides. OK? Donc, si nous voulons consommer des choses qui sont riches en glucides, on en a plein. Le maïs, le manioc, le plantain. OK? Ça, c'est des aliments riches en glucides. Le mil, non? OK. Les pommes de terre avec lesquelles on fait le fameux kumba bread, comme on l'appelle. Vous voyez qu'en termes d'alimentation, pour dire vrai, je serais un peu extrémiste pour le dire, pour que les gens qui veulent vraiment faire du Cameroun, faire du Made in Cameroun, Made in Africa comprennent, hein, c'est qu'en fait, si vous regardez l'alimentation, pour faire simple, on n'a même pas besoin de blé.
dans nos pays. On a tout ce qu'il faut pour s'en passer. Mais la situation est ce qu'elle est. Maintenant, votre question, c'est comment on peut en réduire la consommation. Forcément, en y rajoutant déjà les farines de chez nous, OK, ou en faisant des pains avec ces farines-là. Mais là aussi, on peut se poser la question, pourquoi le pain? Là encore, dans quelque chose qui est des relents coloniaux. On voit la baguette française qui a été pratiquement imposée dans nos pays. Mais les pays où j'ai été au Moyen-Orient, ce n'est pas la baguette française qu'on mange, c'est une forme de... Pas au Moyen-Orient exactement. C'est une forme de galette, comme le shawarma que vous voyez ici. Oui. OK. Au Mexique, par exemple, c'est le maïs, ils font des formes de galettes avec ça, avec les tortillas et ainsi de suite. Le pain anglais, ce n'est pas la baguette. OK. Les Chinois mangent leur bol de riz, il n'y a pas de pain sur la table. Donc, c'est une forme de consommer des glucides ou bien des farines à la forme qui vient du pays qui nous a colonisés. On n'est même pas obligé de le manger cette forme-là. Nous aussi, on peut avoir une forme qui soit la nôtre. La nôtre. Oui. OK. Bon, maintenant, si on veut garder cette forme-là, on peut la faire en y incorporant du blé, du maïs, on peut le faire en y incorporant du manioc, et nous l'avons fait. OK. On a fait des expériences dessus, mais ça marche. Il faudra simplement qu'on accepte à un moment donné de faire une agriculture qui nous permet de cultiver en très grande quantité ces aliments. Ce que les autres ont fait et que nous, on n'a pas fait. Si on choisissait du faire de manioc à grande échelle, on aurait déjà résolu une partie du problème. À faire du maïs à grande échelle. Et pourquoi pas le blé si on veut le faire? Mais il pousse au Cameroun. Il y avait la sauce de blé, pourquoi ça a disparu? Donc, c'est faisable d'enrichir, d'utiliser nos propres farines pour faire des formes diverses d'aliments, parmi lesquelles le pain. Je préfère parler comme ça. Donc, ce qui veut dire à vous entendre qu'on ne dispose pas d'assez de matières premières au Cameroun pour pouvoir fabriquer ces produits dérivés, ou alors ce pain dont on parle. Bon, le pain nous vient, comme je dis, avec la forme que le fait le pain, ça nous vient de la colonisation française. Ça, c'est cette forme de manger du pain, parce que quand on dit on veut répliquer le pain, la baguette française, le pain français. Et là, je dis, ce n'est pas une affaire de matière première, dans un premier temps, c'est une affaire de choix. Parce que le village où les gens mangent leur manioc ou mangent leur maïs, est-ce qu'ils ont besoin du pain? Dans l'alimentation, ils ont les éléments qu'il leur faut. Avec leur maïs, mettre une huile, ils mangent une viande, mais ils se retrouvent dans une alimentation qui a l'essentiel des macronutriments, comme on dit. Vous voyez? Donc, si on prend le choix du pain, on peut le faire à base de n'importe quelle céréale. Vous voyez? On peut faire à base de n'importe quelle céréale. Ça n'aura pas le même goût que le goût hérité, je répète, de la colonisation française. Okay? On peut bien faire des pains ou des produits issus des céréales ou des tubercules, transformés d'une autre façon, okay? Et qui a un goût que nous apprécions. Donc, ne pensons pas que pour se nourrir, il faut absolument répéter la forme d'alimentation des autres. Voilà. Et en termes de coût, que gagnerait le Cameroun aujourd'hui à transformer localement ses produits et en les consommant, bien entendu? Bon, je vais terminer un peu avec la farine et je reviendrai sur la question dont vous avez parlé, qui est vraiment une question fondamentale. Sur la farine, pour vous dire, l'une des différences fondamentales entre la farine de graines de courge Gone là, et les autres farines, c'est que c'est une farine qui n'a pratiquement pas ce qu'on appelle des glucides. Alors que les farines classiques pour faire ce que vous avez appelé le pain sont surtout riches en glucides. Donc, et pauvres dans ce qu'on appelle des minéraux. Glucides, ça veut dire un peu de l'huile, des graisses? Non, les glucides, en fait, c'est le nutriment, l'élément nourrissant qu'on trouve surtout dans les céréales et dans les tubercules. C'est ça qui vous donne l'énergie. Okay? Si vous prenez un bâton de manioc, vous prenez un morceau de pain, prenez n'importe quelle céréale, hein, le mil, le sorgho, le nutriment essentiel dedans qu'il y a, c'est des glucides. Et à travers le monde, les gens mangent surtout en volume. Vous allez voir, l'alimentation en volume est dominée par les glucides. C'est malheureusement comme ça. Les Italiens sera les pâtes alimentaires, les Chinois sera le riz. Le riz, oui. Voilà. Au sud du Cameroun sera le manioc. Si vous regardez, c'est le plus grand volume, souvent, c'est ça. C'est ces glucides-là qui donnent de l'énergie. Donc, et justement, les tubercules classiques tels que le manioc et la plupart des céréales sont surtout riches dans ces glucides-là. Okay? Donc, pour les rendre complètes à l'alimentation, il faut apporter d'autres choses. Et cette autre chose, la farine
de pistache en a plein. Et c'est pour ça que la farine de pistache aura un double intérêt dans notre alimentation, notre économie. Parce que non seulement en l'incorporant dans les pâtisseries, notamment dans le pain, déjà on va réduire quelque part les importations, c'est ce qu'on veut faire en incorporant n'importe quelle autre farine, mais en matière de santé, on va apporter ce que les farines classiques n'ont pas. Oui. Exemple, les protéines, les minéraux, et ainsi de suite. Et vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet pour la santé. Donc, et ça commence à être fait, vous pouvez poser la question dessus après. Maintenant, l'avantage de s'industrialiser par soi-même, je pense déjà historiquement, ça va un peu de soi. Regardez, tous les pays développés ont eu tous une étape d'industrialisation. Donc, c'est des pays industrialisés. On ne peut pas, si on veut se développer, continuer à travailler manuellement. Une machine, vous avez vu notre machine de décortiquage de pistache, fait le travail qu'une personne fait en 6 mois. Mais j'ai pris cet exemple qui est le nôtre actuellement. Vous voyez donc, en passant à des machines qui vont travailler pour nous, nous on monte d'un cran. La production augmente. OK. La transformation arrive. La richesse accroît. On a vraiment intérêt à le faire. Bon, maintenant, comment on va la faire? Et c'est là qu'on va avoir un souci qui est très important. Bon, on était sur la question de savoir qu'est-ce que le Cameroun gagnerait à fabriquer lui-même ses propres matières premières, ses produits, ses machines, son industrie. Mais écoutez, si le Cameroun veut s'industrialiser, forcément, c'est une très bonne idée. Comme je le disais, tous les pays développés sont passés par une étape d'industrialisation. Donc, quand on s'industrialise, nous sommes capables d'augmenter fortement notre production, OK, et à résoudre et à couvrir nos besoins beaucoup plus rapidement. Maintenant, si on le fait en important uniquement les machines, d'ailleurs, parce que l'industrie, ça passe par la machine. Ne nous trompons pas. Donc, si on se met à l'écart des machines, mais on est quelque part à l'écart de l'industrie. Regardez les Chinois, nos machines fabriquent aujourd'hui. C'est qu'on est quelque part à l'écart parce qu'on va se contenter d'importer uniquement les machines. Des autres, eux, ils fixent les prix. OK? Mais s'ils veulent transformer, comme ceux qui maîtrisent l'outil industriel, mais ils transformeront mieux que vous. C'est eux qui ont les machines. Ils prendront vos matières premières, ils transformeront, ou bien ils viendront mettre leurs industries chez vous, ils feront mieux que vous. Donc nous avons intérêt à rentrer d'une manière ou d'une autre dans ce schéma industriel qui nous permet de maîtriser l'outil industriel qui s'appelle la machine. Un schéma qui pourrait permettre au gouvernement de ne plus dépendre des aides extérieures et prêts internationaux. Peut-être. Bon, vous savez, les aides et les prêts, ça rentre dans un domaine beaucoup plus complexe parce qu'il faut savoir quelle direction ça prend, ces aides et ces prêts. Okay, et dans quel but ça a été fait. Donc, c'est vrai que si les fils d'un pays eux-mêmes résolvent une bonne partie de leurs problèmes, ce n'est qu'une très bonne chose. On n'aura plus tellement besoin de faire appel aux autres. Et ce schéma-là, c'est un schéma qui, à mon avis, il faut prendre tous les pays qui ont réussi l'ont pris. À un moment donné, se dire, mais voilà, ce pan de notre activité économique, nous allons tout faire pour le maîtriser. Et si on ne le fait pas, si on dit tous les pans vont être toujours contrôlés par les autres, que ce soit directement ou indirectement à travers les machines, le chemin sera très long. Il faut que progressivement, on commence à dominer vraiment certains de ces pans-là. Au point où l'outil industriel également commence à être le nôtre. C'est un peu la vision que nous avons eue en passant autant d'années pour essayer de bâtir ces machines-là. Alors, M. Tchoufou, en exploitant notre propre production, sur combien d'années est-ce qu'on peut estimer que la croissance du Cameroun puisse véritablement s'accélérer et atteindre un niveau mondial compétitif? Oh, Madame Gala, vous me posez une question assez complexe parce que la réponse est de ce que j'appellerais la politique économique. Ouais. Les acteurs locaux, privés, ne sont quelque part que des pièces du puzzle. OK? Et qui donne l'orientation du puzzle? C'est le gouvernement. Mais si le gouvernement, dans ça, ce n'est pas vrai que pour le Cameroun et dans n'importe quel pays du monde, hein, c'est le gouvernement qui impulse une politique économique. Si le gouvernement estime que, excusez-moi l'expression, je ne sais pas, aller mettre une autoroute entre deux villages dans une forêt, bon, ça s'applique n'importe, peu importe. Oui, je prends un exemple. Oui. Mais c'est un gros investissement, n'est-ce pas? Mais sur le point économique, ça apporte pratiquement zéro croissance. Ouais, c'est là où il n'y a pas d'activité. OK? Ou si, je ne sais pas moi, le moindre projet qui est important, qui devrait nous coûter 10 francs, nous coûte 15 francs, vous voyez qu'il y a une grosse partie des sommes qui s'en vont comme ça. Ce qui veut dire que le temps qu'il faut pour rentrer en croissance
et arriver à un certain niveau dépend d'abord des politiques économiques qui sont mises en place. Et ça, c'est fondamental. On ne peut pas faire sans. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez, vous avez des collaborations avec les ministères en charge, notamment la scientifique, l'innovation, la recherche, la santé ou même encore celui de l'économie? Est-ce que vous êtes accompagné dans ce vaste projet très bénéfique? Je vais vous répondre sur 2 plans. Premièrement, le mot accompagnement, je pense qu'il va falloir le regarder d'une autre façon. Vous savez, si on prend le domaine des affaires d'une manière générale, okay, parce que le développement passe également par des usines, par des sociétés, par des nombre d'affaires, bien sûr, par des investissements d'infrastructures gouvernementales et bien d'autres choses. Mais si on prend le cas des gens qui investissent, tout le monde qui produit, le souci qu'il a, c'est de vendre. Donc, je pense que le meilleur appui qu'un gouvernement peut faire pour son industrie ou pour son économie, c'est être l'un des premiers donneurs de commandes à ses propres industries. Avant, pour moi, c'est le meilleur des appuis. Oui. Parce que tout le monde qui a investi, il veut vendre. On produit, on veut vendre. Donc, s'il y a des commandes, des grandes commandes, et je ne connais pas dans un pays l'entité économique qui a plus d'argent que le gouvernement, ou en principe, c'est eux qui devraient avoir plus. Un pays normalement géré. Les plus gros budgets, les plus gros budgets, c'est le gouvernement qui les a. Ce n'est pas les entreprises. Donc, s'ils orientent une partie de ça dans l'industrie locale, mais c'est le meilleur des appuis. Mais si on l'oriente que tout le temps vers l'extérieur, mais on fait du surplace quelque part. Vous voyez, pour moi, c'est d'abord ça. C'est ça, que les commandes locales, une grande partie soit tournée vers l'industrie locale. Tous les pays qui sont développés sont passés par là. On ne confie pas, ou on ne sous-traite pas, ou on ne donne pas une procuration à quelqu'un d'autre pour vous développer. C'est vous qui la faites. Donc, c'est d'abord ça, à mon avis. Bon, maintenant, est-ce que j'ai eu à rencontrer des ministères? Pourquoi pas? Et je pense que je vais continuer à le faire. OK? En espérant qu'à un moment donné, les portes s'ouvrent et que ces appuis, d'une manière ou d'une autre, sont les bienvenus, hein, sous quelque forme que ce soit. Oui. Bon, qu'elles arrivent, mais je vous dis la forme qui me paraît être la plus importante. Si quelqu'un va construire des machines, mais la meilleure des choses, c'est commander les machines. Et là, vous êtes sûr que vous avez une industrie de fabrication de machines qui rapidement avec sera en place. Avec un réel développement du Made in Cameroun. Mais voilà. Cameroun. Voilà. Merci beaucoup, Samuel Tchofo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes inventeur et promoteur de l'industrie des graines de courge, encore appelées pistaches. Merci. Merci, Madame Gare. Voilà, c'est un entretien qui marque également la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou encore sur LinkedIn. Merci de bien vouloir rester en compagnie de nos programmes.